Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette édition de votre journal de la soirée de ce mercredi 5 février 2025. Voici les titres. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, poursuit sa tournée dans les zones reculées du nord du pays, en l'occurrence la ville blanche Tajoura et au Bok Hayou. Également dans l'actualité de ce 22h, cette cérémonie de remise de chèques à la première cohorte du projet initié par le ministère de la Femme et de la Famille. Et dans l'actualité internationale, la Turquie, l'Égypte et beaucoup des pays arabes rejettent le plan du président américain Donald Trump en ce qui concerne la bande de Gaza. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Passons donc au développement de ce journal. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, accompagné des autorités de la région, de la représentante de l'UNICEF ainsi que du haut cadre de son département, poursuit sa tournée marquée donc par l'inauguration de plusieurs établissements. Les détails avec Fardos Hussein. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, accompagné des autorités de la région de Tadjoura, de la représentante de l'UNICEF ainsi que de hauts cadres de son département, poursuit sa tournée marquée par l'inauguration de plusieurs établissements scolaires dans des zones enclavées. De Madgoul à Adgueno, en passant par Bouya, Dadato. Cette mission dans les régions de l'intérieur s'inscrit dans la politique éducative du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui vise à réduire les disparités géographiques et garantir à chaque enfant, où qu'il vive, un accès à une éducation pour tous. La première étape, ce long périple, a conduit le ministre et sa délégation à l'école de Madgoul, un établissement niché au cœur d'une forêt dense et difficilement accessible. Son éloignement géographique représente un défi majeur pour la scolarisation des enfants de la région, actuellement composée de 3 salles de classe, d'un réfectoire et d'un logement pour enseignants. L'école de Madgoul accueille 137 élèves. Conscient du potentiel de cet établissement en tant que bassin de recrutement pour les enfants encore non scolarisés, le ministre prévoit son extension ainsi que la construction d'un dortoir. Ce dernier permettra d'accueillir les élèves vivant dans les campements éparpillés pour leur offrir ainsi un cadre d'apprentissage stable et sécurisé. Après Madgoul, le ministre s'est rendu à Bouya, une localité située au pied du mont Moussa Ali, à seulement 6 km de la frontière éthiopienne. L'école fondamentale de Bouya, qui vient d'être inaugurée, est l'un des établissements les plus éloignés du pays. Son ouverture marque une avancée significative pour la scolarisation des enfants vivant dans cette zone frontalière. Elle accueille 235 élèves de la classe préscolaire à la 9e année pour répondre aux besoins croissants. Un dortoir sera prochainement construit, garantissant aux élèves issus des campements éloignés un accès régulier à l'école sans les contraintes des longs trajets quotidiens. Pour cette inauguration, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle réaffirme sa volonté de rendre l'école accessible à tous, même dans les régions les plus isolées. Monsieur Al-Ali, chef du village de Bouya, a joué un rôle prépondérant dans l'implantation de l'école, contribuant ainsi à sa création et à son développement. En reconnaissance à son engagement et son dévouement, le ministre lui a décerné un certificat de reconnaissance pour son apport essentiel à ses projets éducatifs. C'était donc un commentaire de Samatar Saïd et peu après donc cette cérémonie, les locales de la région de Madgoul et de Bouya se sont donc exprimés. Écoutez. Durant la réunion avec la délégation conduite par le ministre de l'Éducation nationale à Bouya, région de Tadjoura, le local Ali Aden a souhaité la bienvenue à la délégation au nom de la population et du secteur de Bouya, Adamba Madgoul. Nous sommes tous debout, la population de Bouya et de Madgoul, au Premier ministre. J'avais déjà dit auparavant, et je répète aujourd'hui au Premier ministre, qu'il est le chef de Moussa Ali. Parce qu'auparavant, il nous a dit que du nord au sud du Moussa Ali, soyez unis, rassemblés comme une seule communauté. Il a aussi dit au ministre de l'Éducation de faire partie de la communauté de Bouya et environ en guise d'honneur.
L'école de Bouya a bénéficié d'une grande mobilisation des familles du secteur de Bouya et des environs pour inscrire les enfants. Ses parents ont ramené toutes les localités et même Djibouti pour certains. Ils ont remercié le ministre de l'Éducation pour ses efforts pour améliorer les capacités de l'accueil de l'école de Bouya et pour les promesses d'élargir la scolarité de tous les niveaux. Il a enfin salué le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, qui a fait le déplacement jusqu'à l'école de Bouya lors de l'inauguration avec une forte délégation ministérielle. Prenons donc également la parole le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a affirmé dans son allocution que son ministère donc réaffirme sa volonté de rendre l'école accessible à tous, même dans les régions les plus reculées. Écoutez. Vous avez aussi dit un autre mot, Al-Adan a dit. Il m'a considéré comme étant membre de la communauté de Bouya et chef de la communauté de Bouya. Et donc, en tant que chef de Bouya, je sais ce dont a besoin cette école. Et c'est ma priorité, et ça va être la priorité du ministère pour vraiment accomplir tout ce qui manquerait pour que ce soit vraiment une école fondamentale, un lycée digne d'une école rurale. Je suis secondé par un monsieur qui s'appelle Mohamed Sellassé et qui à chaque fois, à chaque moment et tout le temps me rappelle des avancées, des besoins de l'école de Bouya, de l'école fondamentale de Bouya. Et depuis cette année, il n'arrête pas de me mettre la pression pour que cette région et cette localité puissent avoir également un lycée. Donc ne vous inquiétez pas, tout ce dont vous avez besoin, nous allons ensemble l'accomplir. Les photos que j'ai vues, partagé avec le président de la République, qui a été très touché et très sensible. Et il m'a ordonné immédiatement de faire tout en sorte que ces enfants puissent également étudier et travailler dans les mêmes conditions que les enfants de Djibouti. Et Al-Adan sait aussi que même le Premier ministre est suit de très près des avancées et de l'existence et de l'état d'avancement de cette école. À l'heure où je parle, à l'heure où on est, l'autorité et la plus haute autorité est informée de tout ce qui se passe et tout ce qui se fait ici. Et la tournée ministérielle donc s'est poursuivie à Dadato et s'est achevée donc à Adgueno, deux villages donc situés à l'extrême nord du pays. Ces deux localités donc isolées, donc difficiles d'accès également, faisaient donc un manque d'infrastructures éducatives adaptées. Les reportages. La tournée ministérielle s'est poursuivie à Dadato et s'est achevée à Adgueno, deux villages situés à l'extrême nord du pays. Ces deux localités isolées, difficiles d'accès, font face à un manque d'infrastructures éducatives adaptées. L'inauguration des écoles de Dadato et Adgueno marque ainsi une avancée majeure dans ces régions frontalières composées de 3 salles de classe, d'un réfectoire, d'un logement pour enseignants chacune. Elles bénéficieront prochainement de la construction des dortoirs. Ces nouvelles infrastructures permettront aux élèves vivant dans ces localités reculées de poursuivre leur scolarité dans de meilleures conditions sans être contraintes de parcourir de longues distances. À chaque étape, le ministre a pris le temps d'échanger avec la communauté, les représentants des parents d'élèves. Ces derniers ont exprimé leur gratitude pour le constructif des édifices éducatifs qui marquent une avancée majeure dans l'éducation de leurs enfants. À travers ces inaugurations, les projets d'extension annoncés par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle réaffirment sa détermination à garantir l'accès à l'école pour tous, y compris dans les zones les plus avancées. Ces nouvelles infrastructures éducatives constituent un levier essentiel pour l'accès à l'éducation pour tous et atteindre la scolarisation primaire universelle. تعرفوا
Place maintenant donc aux paroles des Okal et coutumiers de la localité de Adgueno et de Dadato qui ont tous deux donc pris la parole. Ils ont parlé de la situation qui prévaut dans leurs localités respectives. Écoutons. Nous souhaitons la bienvenue et vous remercions pour tous les efforts et déplacements que vous avez faits pour parvenir jusqu'à nous. Comme vous pouvez le constater, nous venons de loin pour amener nos enfants ici. Nous faisons des vas-et-vient, mais nous rencontrons de nombreux problèmes, notamment celui de l'eau. Nous avons un besoin urgent d'eau. Les enfants sont nombreux, mais malheureusement, face à ces difficultés, le nombre diminue. Nous vous remercions de tout cœur pour tous ces déplacements que vous avez faits pour venir jusqu'à nous. Il y a près de 150 enfants ici. Et l'eau reste un problème majeur. Bien qu'il y ait de l'eau, il faut la ramener jusqu'à l'école pour les enfants. En plus, les routes sont en mauvais état et posent également un grand problème. Nous avons aussi un besoin urgent d'améliorer l'accès aux soins de santé. Le préfet de la région de Hayou, Moussaden Migane, a déclaré donc, que son équipe avait rencontré le président du conseil régional pour discuter de la situation de ces deux localités. Il a également promis donc, des mesures pour ces deux localités. Voici donc M. Aden Migane. Le préfet de la région d'Obok a déclaré que l'équipe avait rencontré le président du conseil régional pour discuter des solutions concernant l'approvisionnement en eau dans la région. Il a mentionné l'importance du forage de l'école, soulignant la nécessité de mettre en place une adduction d'eau. Actuellement, des efforts sont en cours pour obtenir un financement auprès de l'UNICEF. Avec des conventions déjà signées, ils espèrent finaliser ce projet d'ici la fin de l'année. Par ailleurs, une autre doléance a été soumise concernant la création d'un poste de santé, non seulement pour cette région, mais également pour Adguilou. Le préfet a indiqué qu'il avait ont discuté avec le ministre de la Santé. Et donc la représentante de l'UNICEF s'est également exprimée. Voici ses propos. Je me sens très très proche à vous, même si vous êtes très loin, parce que j'ai reçu déjà avant, ensemble avec la région, on a travaillé pour vous amener un peu d'eau. Ça c'est juste un début et je voudrais vous féliciter aussi le gouvernement pour avoir installé l'école ici. Et je peux vous assurer d'écouter l'UNICEF, on reste à vos côtés. Merci beaucoup. Kategay. Eh bien, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a également pris la parole. Voici ses propos. Je voulais vous remercier de l'accueil et du temps que vous avez donné pour nous accueillir et participer avec nous à l'inauguration officielle de ces deux salles de classe. Moi, personnellement, j'entendais le nom de Dato que par le nom et par les dires et par les préfets de son éloignement, de son isolement. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là, la dernière fois, que lorsqu'il y a eu la tempête, où les deux salles communautaires ont été endommagées, on avait pris la décision de construire en dur deux salles de classe. Ce n'est que le début, parce que nous avons juste avant aussi construit ce réfectoire. Nous allons bien sûr également, en fonction de l'accueil de ces enfants, et de l'arrivée de ces enfants, également construire d'autres salles de classe. En tout cas, nous connaissons les besoins de l'école. Et une école, elle se construit progressivement. Inch'Allah, pour la rentrée prochaine, déjà, on peut leur annoncer cette bonne nouvelle. Nous allons rajouter encore deux autres salles de classe parce que les 5 niveaux sont là. Et construire aussi le logement pour les enseignants. Mais eux, en contrepartie, qu'est-ce que nous attendons? Ils doivent être, bien sûr, capables de ramener tous les enfants qui se trouvent dans ces localités. Et donc, un dernier point, il faut qu'ils comprennent, lorsque l'école arrive, la vie autour de l'école se construit. Il y aura bientôt le solaire qui va s'installer. On est en train de réfléchir pour ramener l'eau, mais également, comme il a dit, automatiquement, l'accès sera amélioré. Donc, nous appelons école rurale intégrée. Je vous le disais en titre, voilà qui nous ramène de parler de cette cérémonie de remise de chèques de la première cohorte pour l'engagement en faveur des activités génératrices de revenus, présidée par la ministre de la Femme et de la Famille Mouna Ousmane Adan. Avec l'appui du Fonds japonais pour le développement social et la Banque mondiale, cette cérémonie de remise des chèques de la première cohorte
composé donc d'un projet d'appui à la résilience des femmes et de leur communauté face à la violence basée sur les genres. Cérémonie de remise de chèques présidée outre la ministre de la Femme et de la Famille et qui a vu la participation également de la secrétaire générale de l'UNFD, Madame Fatouma Moussa, la représentante de la Banque mondiale, l'ambassadeur du Japon, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, ainsi que le président de la commune de Boulaous. Cette cérémonie donc a été marquée par un moment symbolique dans le processus de transformation sociale de ces jeunes femmes en leur offrant l'opportunité de participer à des projets d'envergure visant à réduire les inégalités du genre et à renforcer la cohésion communautaire. Ces chèques remis aux bénéficiaires serviront à financer des activités génératrices de revenus, des formations en compétences pratiques ainsi que des initiatives de sensibilisation à la violence basée sur le genre. Ce soutien est destiné à leur permettre de se reconstruire auprès des expériences traumatiques et de devenir ainsi des actrices de changement au sein de leur communauté. Écoutons. L'impact de cette formation est une véritable révolution sociale. Chaque jour, nous recevons 15 à 20 demandes de jeunes filles inspirées par celles qui les ont précédées. Elles deviennent à nous avec un rêve ambitieux et repartent avec un savoir-faire, une confiance inébranlable et la capacité de transformer leur avenir. Aujourd'hui, elles ont l'espoir d'un avenir meilleur. Elles ont été formées selon des méthodes qui répondaient non seulement aux normes internationaux, mais surtout, qui répondaient à leurs exigences. Parmi ces formations, il y avait 2 catégories de formations. Eh bien, rappelons que ces bénéficiaires visiblement émus lors de cette cérémonie ont partagé leurs témoignages, soulignant donc l'importance de ce programme, leur parcours vers l'autonomisation et la reconstruction de leur dignité. À présent, écoutons donc les prises des paroles de la représentante de la Banque mondiale et de l'ambassadeur du Japon. Après-midi avec vous pour célébrer une étape très importante du projet d'appui à la résilience des femmes et de leur communauté dans la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est une étape importante car elle marque l'achèvement des formations de la première cohorte et la remise des chèques de subvention aux activités génératrices de revenus. Cette journée marque également la reconnaissance des efforts que vous avez menés, vous, apprenantes, et des équipes qui vous ont accompagnées. Permettez-moi donc d'adresser mes remerciements et mes félicitations sincères à vous, 194, de ce que je comprends, 194 jeunes filles apprenantes de cette première cohorte. Votre assiduité exemplaire, avec un taux de présence de 85% et la très faible déperdition, démontre votre sérieux et votre détermination. Mesdemoiselles, mesdames apprenantes, ou je devrais dire diplômées, puisque vous recevez quand même, vous avez été formées, donc on vous considère diplômées. Ce programme ne s'arrête pas ici. Vous bénéficierez d'un système de mentorat personnalisé pour maximiser vos chances de succès. Et nous espérons beaucoup que vous lancerez toutes dans l'entrepreneuriat. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui à cette cérémonie pour représenter le peuple et le gouvernement du Japon. L'égalité des genres est l'un des enjeux majeurs inscrits dans la vision Djibouti 2035 et constitue également une des priorités du gouvernement japonais. C'est pourquoi, compte tenu de l'importance de ce projet qui vise à protéger les femmes contre la violence et à promouvoir leur autonomie économique à Djibouti-Ville, le gouvernement japonais a accepté que le Fonds japonais pour le développement social, établi en partenariat avec la Banque mondiale, soutienne ce projet. La particularité de ce fonds est qu'il soutient des projets de développement mis en œuvre au niveau communautaire. À cet égard, je suis très heureux et fier de savoir que les premières lauréates.
La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, a également pris la parole. Voici les teneurs de ses propos. C'est un honneur d'être là aujourd'hui et de célébrer cette étape de ce projet que nous disposons et qui est donc financé par le gouvernement du Japon et administré par la Banque mondiale. Cette remise de premières subventions pour 194 jeunes filles courageuses de la commune de Walbala et de la commune de Boulaos, et vraiment saluer tout cet engagement autour de vous, chères jeunes filles, l'engagement du gouvernement de Djibouti, à commencer par son chef de l'État, par la première dame, l'ensemble du gouvernement et chaque responsable, l'engagement du gouvernement du Japon, de la Banque mondiale, mais également l'engagement aux mentors, formateurs, partenaires locaux qui ont accompagné ces jeunes femmes. À vous, mesdames et demoiselles, pour votre détermination à briser la chaîne de la vulnérabilité. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous couronnons des efforts remarquables. 194 femmes ont suivi des formations exigeantes en entrepreneuriat, en gestion financière et en compétences de vie. 30 projets d'entreprise ont été validés, notamment des épiceries communautaires, des ateliers de couture, des micro-fermes, etc. Autant de preuves que d'innovations qui naissent dans nos quartiers respectifs. Ces subventions ne sont pas un aboutissement, mais un tremplin pour votre avenir. Chaque franc qui sera investi est une graine plantée pour récolter l'autonomie, la dignité et un avenir sans violence. À vous, les premières jeunes filles, les premières cohortes de ce projet, nous nous retrouvons aujourd'hui et je vois des jeunes femmes transformées. On avait procédé ici même au lancement des premiers cours de formation. Des jeunes filles transformées avec des compétences entrepreneuriales concrètes et une meilleure confiance en elles. Je vois des jeunes femmes conquérantes prêtes à mettre en place des initiatives économiques viables. Vous n'êtes pas des assistées, mais des actrices du changement. Vos projets ne sont pas si simples, et pas seulement des simples entreprises, mais des symboles d'espoir pour des milliers de jeunes filles qui vous regardent. À la page culture de cette édition, avec l'avant-première du film Barni, donc à Djibouti, où ce matin, le cinéma Star du Bawadi Mall a accueilli cette cérémonie tant attendue de l'avant-première du film Barni, une production cinématographique ambitieuse et qui marque une étape importante pour l'industrie du cinéma à Djibouti. Placée sous le haut patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Assowe, cette cérémonie a rassemblé un parterre de personnalités de haut rang, parmi lesquelles le ministre du Commerce et du Tourisme ainsi que le ministre délégué chargé de la décentralisation. Était également présent le réalisateur du film, le producteur exécutif, le directeur de photographie, l'ensemble des acteurs et actrices ainsi que les responsables et employés du département de la cinématographie de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Ce film, Barni, est le fruit d'une collaboration remarquable entre un jeune cinéaste somalien et le département de la cinématographie de l'Agence nationale de la promotion de la culture qui a œuvré pour que cette production voie le jour, en mobilisant également des ressources techniques et artistiques nécessaires. Un projet qui a permis de mettre en avant le talent local en impliquant des acteurs et des techniciens djiboutiens tout en valorisant les paysages exceptionnels du pays à travers la caméra du directeur de la photographie, un Brésilien du nom de Raphaël Matar. Le public présent a pu découvrir donc en exclusivité ce long métrage qui à travers une histoire poignante et des décors saisissants met en lumière des thématiques universelles telles que l'espoir, la solidarité et la quête de l'identité. Barni s'impose ainsi comme une œuvre cinématographique majeure destinée à faire voyager donc au-delà des frontières et à renforcer l'image de Djibouti sur la scène culturelle internationale. Eh bien, dans sa réaction accordée à la radio-télévision de Djibouti, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Assowe, a souligné l'importance de cette avant-première pour Djibouti. Écoutons, docteur. C'est un film qui aussi
montre nos patrimoines naturels comme le paysage, mais aussi les patrimoines culturels et nos riches héritages que nous avons ici à Djibouti et dans la Corne de l'Afrique. Donc je félicite tous les personnes qui ont travaillé, les producteurs, les réalisateurs, mais aussi tous les jeunes comédiens qui ont pu jouer et exercer ou bien exprimer leur talent, leur fabuleux talent dans ces films. Donc j'ai vu beaucoup de jeunes qui sont intéressés par le cinéma. Il faut savoir que le cinéma et la cinématographie, c'est aussi un domaine de l'industrie culturelle que nous souhaitons développer parce que les jeunes aiment beaucoup et sont passionnés par les images et les films, mais aussi par la technologie. Le film a été encadré, appuyé par le département de la cinématographie de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Donc aussi, je félicite l'agence, le département et toutes les personnes qui ont fait que ce film a pu être réalisé et qu'aujourd'hui on peut le regarder et qu'il véhicule énormément des bonnes choses et de tout, moi je dirais, de toutes nos richesses, que ce soit en paysage, que ce soit en savoir-vivre, que ce soit en valeurs humaines. Donc je dis bravo et j'espère que le film va se diffuser et va remporter plusieurs succès. Donc je lui souhaite vraiment plein de bonnes choses. Je vous remercie. En bref et en image avec cette image de la rencontre entre l'ambassadeur de notre pays au Caire. Il a en premier rencontré le vice-premier ministre pour le développement industriel égyptien, ingénieur Kamel Al-Wazir. Ils ont tous deux donc parlé de plusieurs questions d'ordre bilatéral. Cette visite avait pour but de faire le point sur les dernières évolutions concernant des projets de coopération entre les deux pays. Ensuite, l'ambassadeur a rencontré le ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports pour parler des questions d'ordre sportif. Cette fois-ci, l'ambassadeur Ahmed Ali Barri a exprimé sa grande joie de rencontrer à nouveau M. Ashraf Soubehi, transmettant les salutations de Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que le secrétaire d'État chargé des sports de Djibouti. Les deux hommes donc, ont souligné le désir de voir ces relations se renforcer, notamment entre les deux pays sœurs, la République de Djibouti et la République arabe d'Égypte. En nouvelle régionale, cette fois-ci avec la clôture d'une conférence à Mogadiscio sur le soutien aux déplacés et aux réfugiés rapatriés. Cette vaste conférence est achevée dans la capitale somalienne portant sur les moyens de soutenir les déplacés, les réfugiés et les rapatriés. Un événement organisé par l'Agence nationale pour les réfugiés et les déplacés en collaboration avec l'autorité intergouvernementale pour le développement l'IGAD sur financement allemand. La conférence qui s'est déroulée sur 2 jours à Mogadiscio a réuni des responsables des différentes institutions gouvernementales ainsi que des représentants de l'IGAD. L'on peut citer M. Ahmed Jama Assed, haut responsable au sein de l'organisation intergouvernementale l'IGAD, qui s'est exprimé sur le micro de notre correspondant. Ahmed Jama Assed a déclaré que la conférence était conclue par l'adoption des recommandations clés qui serviront de cadre pour le soutien aux déplacés et aux réfugiés. De son côté, Mohamed Dad, directeur des relations avec les organisations humanitaires à l'Agence nationale pour les réfugiés et les déplacés internes, a souligné que cette conférence avait examiné les moyens de créer des opportunités d'emploi pour les réfugiés et des défis auxquels ces populations vulnérables sont confrontées. En nouvelles du monde, je vous le disais en titre, la Turquie, l'Égypte rejettent le plan du président américain Donald Trump pour les Palestiniens de Gaza. Les représentants de la Turquie et de l'Égypte a demandé à Israël d'autoriser l'UNRWA à poursuivre ses opérations humanitaires. L'UNRWA, c'est l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.